Bonsoir, bienvenue, heureux de vous retrouver. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions. Saison 2, votre magazine philosophique. Ce soir, eh bien, c'est dans un lieu alternatif, le comptoir général quai de Genappe, dans le 10e arrondissement, que nous allons confronter des philosophes et des experts pour parler du déclin de l'Occident. Mais avant toute chose, on va entrer dans le vif du sujet avec Alexandre Gamelin qui va nous présenter le sommaire en images. Franz-Olivier Gisbert présente la chute de l'Occident. Ils croyaient avoir vaincu le mal et tué les méchants. On leur promettait un monde de prospérité et de paix, de hamburgers et de sodas sucrés. Mais il y a eu ça. Et puis ça. Et puis l'économie s'était effondrée. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique. La 4e banque d'affaires américaine est en faillite. La chute de l'Occident, l'histoire d'une civilisation qu'on a promis d'abattre. Moi j'ai peur de l'islamisme. J'ai peur que cette société change. J'ai peur pour les relations entre les hommes et les femmes. J'ai peur pour nos relations sociales et j'ai peur pour notre modèle. La tragédie d'une civilisation qui a perdu ses racines et renié ses ancêtres. Il y a de la perte, il y a des disparitions irréparables. La chute de l'Occident, l'histoire d'une civilisation qui s'est crue supérieure. On se trouve dans des pays qui se sont construits en se disant « nous sommes supérieurs et nous devons apporter la lumière à d'autres endroits du monde ». Une civilisation d'enfants gâtés qui refuse les sacrifices face à des ennemis prêts à tout. Avec François Langlais, journaliste économique chauve dans le rôle du père Larigueur, Abdenour Bidar dans celui de l'humaniste musulman européen et Fabienne Brugère, philosophe de gauche, dans celui de la bonne fée solidaire. La chute de l'Occident, l'histoire d'une civilisation décadente aux mœurs ramollies et à l'individualisme dévorant. Les minarets remplaceront-ils nos clochers? Le canard laqué aura-t-il la peau de la blanquette de veau? La fête des pères sera-t-elle célébrée le jour de la Gay Pride? Ou est-ce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça? Vous le saurez en regardant la chute de l'Occident. À partir de maintenant, dans les grandes questions. Merci Alexandre Gamelin. Alors, le grand philosophe allemand Oswald Spengler avait connu un succès retentissant en 1918 avec un livre intitulé « Le déclin de l'Occident ». Eh ben, il y a plus d'un siècle. Le déclin, il en est où? Le cadavre bouge toujours, Alain Finkielkraut? Alors, on ne peut pas parler de cadavre, mais en effet, l'Occident n'est plus aujourd'hui dans le monde au fait de sa puissance ni de sa gloire. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Simplement, on peut dire que la mondialisation a été comme une sorte, au début, le dernier avatar de la domination occidentale du monde. Il s'agissait, notamment sous l'impulsion américaine, d'ouvrir des marchés qui restaient fermés. Sauf que la mondialisation s'est un peu retournée contre l'Occident, car les pays occidentaux, l'Amérique et l'Europe, ont vu leur industrie se transférer dans ces pays émergents. Nous avons creusé notre propre tombe. Je n'irais pas parler de tombe, mais nous vivons aujourd'hui cet étrange retournement. L'instrument de la domination devient l'instrument, si vous voulez, d'une sorte d'éclipse ou de marginalisation de l'Occident. Quant aux valeurs occidentales, tout est fait aujourd'hui pour convaincre les Occidentaux eux-mêmes de leur non-universalité. On nous dit, on nous parle... Quand même, il y a la démocratie qui reste... Oui, ouais, mais... La démocratie, les valeurs de tolérance aussi. Oui, mais d'abord, les valeurs de tolérance conduisent à dire, en effet, que toutes les cultures sont égales. Le grand problème de l'Occident, c'est son absence de résistance au tout se veut, au relativisme, qui est en fait une forme de nihilisme. Et donc, l'Occident est convaincu de ne plus avoir à répandre ses valeurs et il a du mal à les défendre chez lui, ne fût-ce qu'au nom du multiculturalisme et des accommodements raisonnables
qu'on veut faire pour précisément préserver toutes les identités. Et je crois qu'il revient à l'Occident, sinon de se répandre sur le monde, du moins de se défendre là où il est. Alors, la question de cette première partie, en fait, c'est, on a retourné la question du déclin, c'est-à-dire l'Occident a-t-il un avenir? Dans ce que vous répondez, oui, un peu quand même. C'est-à-dire il est fatigué, mais il peut encore se remettre. J'espère en tout cas, ou disons parlons de l'Europe, ce que je voudrais, c'est qu'au moins l'Europe ait un avenir chez elle. Et ça, nous verrons, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Je ne suis pas sûr, si vous voulez... je crois que la survie de l'identité européenne dépend aussi de l'énergie des Européens. Ah oui, survie. Ça vous employez le mot survie. Vous n'êtes pas sûr encore que l'Europe tienne le coup? Je pense en tout cas que c'est un problème qu'elle aura à résoudre. Alors, c'est quoi la maladie de l'Occident? Parce que vous parliez de maladie. Non, je n'ai pas parlé de maladie. Je dis simplement que... alors, si vous voulez, la maladie, pour reprendre votre terme, c'est justement, au nom de la tolérance, c'est le nihilisme. C'est le tout est égal. Voilà. La grande difficulté, c'est l'Occident pourra-t-il survivre au tout est égal? Ça on va en parler tout à l'heure, mais c'était déjà dans Bernanos au milieu du XXe siècle. De toute façon... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vieux problème. C'est un vieux problème, mais qui prend une acuité particulière avec, d'un côté, la mondialisation et de l'autre côté, la grande mutation démographique de l'Occident. Il connaît une immigration très importante et donc il est confronté, il est renvoyé par cette immigration à son identité. Que va-t-il en faire? Nous verrons. Alors, Abdenour Bidar, je vous voyais approuver tout à l'heure quand Alain Finkielkraut parlait du nihilisme, c'est-à-dire quand tout se vaut, rien ne se vaut, et vous pensez que c'est à partir de ce moment-là que l'Occident s'épuise, se fatigue? La question du rapport de l'Occident avec le nihilisme et également avec le relativisme, c'est une lutte que l'Occident mène contre ses propres démons et je dirais en même temps contre son propre génie depuis un certain nombre de siècles. Non, ce sur quoi je voudrais insister dans un premier temps, c'est sur le plan sur lequel nous envisageons le problème. C'est-à-dire que quand on parle de déclin de l'Occident, on peut l'envisager sur tout un ensemble de plans. Le plan qui m'intéresse et qui, je pense, intéresse mes collègues philosophes, c'est le plan culturel, intellectuel, voire le plan philosophique et existentiel. Je crois que de ce point de vue-là, c'est-à-dire sur ce plan-là, l'Occident est très largement responsable de son déclin. Et je voudrais m'expliquer. L'Occident a fait, à partir notamment du XIXe siècle, une très grande proposition philosophique au monde. Cette grande proposition philosophique, elle a été énoncée notamment par Nietzsche à travers le célèbre slogan de la mort de Dieu. Nietzsche et l'Occident ont proposé au monde de considérer que Dieu est mort. Bon. Il y avait là une proposition qui était absolument formidable et qui correspondait pour moi à un moment où l'Occident était en pleine vitalité de sa force de proposition et de ce que M. Finkielkraut a appelé sa capacité à aller du côté de l'universel et à proposer quelque chose qui soit universalisable. Et ce que j'observe, me semble-t-il, depuis un siècle, c'est l'essoufflement de cette proposition. Je suis philosophe, je suis un philosophe entre l'islam et l'Occident. Et je me rends compte que sur la base de cette proposition de Nietzsche, je vais le dire d'une façon un peu rapide, peut-être un peu brutale et provocatrice, mais rien n'a été fait ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que je regarde du côté du monde musulman. À cette proposition sur la mort de Dieu, rien n'a été répondu qui véritablement soit de l'ordre d'une contribution qui puisse, je dirais donc, contribuer à rassembler l'humanité autour d'une certaine conception de l'existence. Mais du côté de l'Occident, on a eu tout un ensemble d'épigones nietzschéens qui continuent encore de se succéder aujourd'hui, c'est-à-dire qui perroquettent, pardon, le verbe n'existe pas, mais qui répètent sans arrêt le mot de la mort de Dieu, qui le déclinent sur tous les modes intellectuels, et rien de plus n'est dit. À ceci, j'ajoute, après je laisse la parole, à ceci, j'ajoute qu'une autre responsabilité de l'Occident, en plus du fait donc de n'avoir pas su, je dirais, ajouter quelque chose à ce formidable geste inaugural, c'est qu'il s'est aussi rendu dans une large mesure très autiste
vis-à-vis de ce que les autres civilisations pouvaient avoir à dire. Je reste centré sur la question de l'islam. L'islam s'est contenté très très majoritairement sur le plan intellectuel d'une réaction de repli, de défense vis-à-vis de cette proposition occidentale. Mais il y a eu des exceptions. Il y a eu de très grandes exceptions. Je pense notamment à un penseur dont on dirait aujourd'hui qu'il est pakistanais, même s'il a vécu avant la naissance du Pakistan, c'est quelqu'un qui s'appelle Mohammed Iqbal. Eh bien, ce que je trouve particulièrement spectaculaire, c'est que ce penseur qui est, au XXe siècle, le plus grand penseur de l'islam asiatique, est totalement inconnu en France, totalement inconnu en Europe, un petit peu connu aux États-Unis. Et l'intérêt de ce penseur, c'est qu'il a relevé le gant. Il a relevé le défi, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à la mort de Dieu, il s'est intéressé à la proposition occidentale. Alors, du côté de l'islam, il est une exception, et hélas, l'Occident ne l'a pas entendu. Fabienne Brugère, alors, la question c'est, l'Occident a-t-il un avenir? Est-il menacé? Par qui? Par quoi? Pour moi, l'Occident en tant que tel n'existe pas. Je veux dire par là que quand on dit Occident, souvent on pose tout de suite des rapports de force entre des zones en fait géographiques. Et donc ce que j'aimerais plutôt évoquer, c'est la perspective d'une histoire et d'un certain nombre de zones géographiques, dont par exemple la Méditerranée. Et on sait très bien ce que nous dit Braudel sur la Méditerranée. C'est un lieu d'hybridation, d'échange, de mélange. Donc ça, c'est un élément de cette histoire. Ensuite, je parlerai de l'Europe des Lumières, du XVIIIe siècle, Voltaire, Montesquieu, mais aussi un petit peu Kant en Allemagne, et encore après Goethe, qui par exemple parle de l'islam. Et puis, j'y ajouterai un autre élément, un élément aussi américain. Par exemple, un livre comme le livre de Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. On va aux États-Unis de l'Est vers l'Ouest, mais on va aussi de l'Ouest vers l'Est. Et donc, c'est aussi un lieu de circulation et d'échange. Donc, je dirais plutôt qu'il y a un certain nombre de zones géographiques qui sont structurées autour, finalement, de l'échange, des droits de l'homme et puis aussi du mélange. Ouais. Mais alors, ma question, là, j'aimerais bien qu'on revienne à ma question. L'Occident a-t-il un avenir? Oui, ben, d'une certaine manière, oui. Cette zone géographique, elle a un avenir. Si elle continue justement de mettre en avant... Vous voulez dire qu'il a un avenir à partir de la Méditerranée? À partir pas seulement de la Méditerranée, mais aussi de ce qu'est l'Europe, à la fois l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, dont l'idéal en particulier des Lumières me semble particulièrement important pour penser l'avenir de l'Europe. Parce que l'idéal des Lumières, c'est pas ce qu'on en a fait souvent, c'est-à-dire c'est pas une raison totalitaire, violente, comme certains penseurs ont pu le dire. L'idéal des Lumières, c'est justement la tolérance, c'est la liberté de penser, c'est une certaine conception de l'individu, et c'est ce qui fait le ferment de la démocratie. Alors, les Lumières, c'est Voltaire. C'est Voltaire, c'est aussi Rousseau. Voltaire a écrit une pièce sur le fanatisme qui s'intitule Mahomet. Nous sommes dans cette situation en Europe où aucun théâtre ne peut, et donc ne voudra, programmer cette pièce. Donc quand on parle des Lumières, parlons de choses concrètes. Deuxièmement, l'échange, le mélange, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, il faut aussi avoir le courage d'être soi. C'est-à-dire, si on échange aussi à partir de ce qu'on est, de ce qu'on a construit soi-même. On ne peut pas faire de l'échange la valeur de toutes les valeurs. Parce que si on n'a plus rien à échanger, on devient un carrefour. Et donc, tout d'un coup, l'idéal de l'Occident, ce serait l'aéroport ou la salle des pas perdus. Non. Échangeons, bien sûr, mélangeons peut-être, mais en tout cas, osons affirmer une certaine identité européenne. Alors, j'aimerais maintenant avoir le point de vue de François Bayrou, donc ancien professeur. Une particularité dans le monde politique, d'ailleurs, il est fin lettré. Ça doit être un des rares hommes politiques qui lisent des livres. En tout cas, certains de vos livres, je suis sûr qu'il en a lu. François Bayrou, alors, pour répondre à cette question simple, claire, pour vous, l'Occident a encore un avenir. D'ailleurs, la preuve, vous faites de la politique, vous battez pour ça. Oui, je crois que l'idée de déclin de l'Occident va, d'ici quelques années, décliner elle-même. Je pense que il y a eu des choses très justes qui ont été dites par les trois puissantes intelligences qui se sont exprimées. Parce que une civilisation, elle peut enrayer son déclin.
Hein, puis il y a toujours la théorie de l'éternel retour de Mircea D'abord Eliade. est-elle en déclin. Oui. D'abord est-elle en déclin. Ou bien le oui, déclin est-il seulement une brume que nous avons laissé se répandre sur nous-mêmes. Il y a une chose extrêmement juste qu'Alain Finkielkraut a dite et que je partage. La question, c'est le doute sur soi. La question de l'Occident, c'est le doute sur soi. Mais peut-être avant d'aller un peu plus loin, puisqu'on dit Occident, disons ce que c'est. Qu'est-ce que c'est alors? Oui, justement, les valeurs de l'Occident. Pour moi, l'Occident, c'est l'Europe et les deux Amériques. Et quand je dis Europe, c'est Russie y compris. Vous n'oubliez pas l'Australie? C'est donc... Oui, si, évidemment. Mais l'Australie, c'est 20 millions de personnes. Et donc, bon, ça compte, ne serait-ce qu'en raison de l'importance géographique. Mais vous voyez bien que, ayant dit cela... Et tout à l'heure, on aura une discussion économique. Vous évoquez d'immenses puissances. Alors, certaines d'entre elles ne sont pas formées. L'Amérique du Sud est une puissance qui n'est pas formée. L'Europe est une puissance, si on est optimiste, en voie de formation. Sinon, on doute sur sa formation elle-même. Mais vous voyez bien que du point de vue de ce qui fait nos raisons de vivre, alors l'Europe est au contraire devrait être au contraire en situation d'affirmation. Elle devrait chasser le doute sur elle-même, le doute sur ce qu'elle a à dire, et c'est en effet le moyen d'ouvrir l'échange autour des questions essentielles. Donc, si vous me demandez, dans le sondage, est-ce que vous croyez au déclin de l'Occident ou au contraire à la vitalité promise de l'Occident, et au déclin de l'Europe ou à la vitalité promise de l'Europe, je crois à la vitalité promise de l'Europe. Eh bien, avant que François Langlais, le grand expert économique de France 2, nous rejoigne sur ce plateau, Alexandre Gamelin s'est posé la question à sa manière et en image, l'économie occidentale est-elle en crise ou en déclin? On regarde. Économiquement, l'Occident est-il en crise ou en déclin? Ça ne fait pas une grande différence pour le type qui vient de se faire renvoyer de son usine, me direz-vous? Eh bien, si, justement. Le mot crise vient du latin crisis, manifestation d'une maladie, lui-même issu du grec crisis, décision, jugement. Comprenez. Face à une maladie, il faut prendre les décisions justes pour espérer une guérison. Donc, si l'Occident est en crise économique, un traitement adapté devrait lui permettre de retrouver la santé économique. Bref, tant qu'il y a de la crise, il y a de l'espoir. Beaucoup moins s'il s'agit d'un déclin. Car le déclin désigne, lui, l'état d'une chose qui penche vers sa fin, qui perd de sa force, de son éclat. Quand le soleil décline, c'est qu'il ne va pas tarder à disparaître. Quand un empire décline, c'est que son apogée, sa splendeur, est définitivement une affaire du passé. Alors, crise ou déclin? Eh bien, d'après certains, tout ceci est encore bien trop optimiste. Faute de prendre maintenant des décisions difficiles, ce que nous risquerions n'est ni une crise qui dure, ni un déclin, mais un véritable effondrement économique. S'effondrer, disparaître, être anéanti, perdre toute valeur, ne plus pouvoir lutter. Eh bien, tout bien réfléchi, la crise, c'est encore ce qui peut nous arriver de mieux. Alors, en face de nos trois philosophes et de François Bayrou, j'accueille notre premier expert, François Langlais, qui est l'expert économique de France 2, qui publie un best-seller, parce que ça marche très bien pour vous, qui va payer la crise. Mais la question que je vais vous poser, ce n'est pas exactement celle-là, François Langlais. C'est sur le plan économique. Est-ce que vous pensez que l'Occident est en train de mourir? C'est-à-dire, vous savez, vous connaissez la phrase de Paul Valéry, là, nous savons, nous autres civilisations, que nous sommes mortels, mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas très grave sur tous les plans, désendettement, sur le plan du commerce mondial également? Je crois qu'il y a deux choses parallèles qui se déroulent, mais pas avec le même échéancier temporel. Il y a une crise, comme le capitalisme en connaît à intervalles relativement réguliers. Curieusement d'ailleurs, c'est la durée d'une vie humaine, en gros, c'est 70 à 80 ans. Comme si, à partir du moment où il n'y avait plus de témoins des erreurs faites lors de la précédente crise, de témoins vivants... On peut recommencer. On repartait un peu. Les guerres, c'est pareil d'ailleurs. Hein. C'est la même chose. Et alors là, on voit très bien que ces crises comme celles que nous vivons, elles ponctuent toujours un cycle libéral
où on déréglemente, où on s'endette. Un cycle qui, en général, naît dans la société. C'est-à-dire que la pulsion pour plus de liberté, elle naît d'abord dans la société. Elle est née dans les années 60, 70 chez nous. Petit à petit, elle se transmet à l'économie. On a vu ça au tournant des années 80, avec l'arrivée de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etc. Et puis petit à petit, ce libéralisme économique caricature la pulsion libérale, il la dénature. Les rentiers du libéralisme s'en saisissent, c'est au fond la finance, pour faire vite, et il précipite un crack. On en est là. Alors, et pendant ce temps-là, l'Occident semble descendre à chaque fois une nouvelle marche. C'est ce que j'allais dire, si vous voulez. C'est que, avec des pays émergents qui sont en train d'exploser. Voilà, il y a en fait ce cycle-là qui est en gros une alternance de 80 ans, et on est très probablement à la veille d'un changement très profond du modèle. C'est très embêtant, ces crises, mais derrière la crise, il y a un monde neuf. Vous savez, c'est Gramsci qui disait « La crise, c'est ce qui sépare le vieux du neuf ». C'est très vrai. C'est-à-dire qu'on voit déjà, d'ailleurs, quelques petites pousses vertes qui témoignent d'une nouvelle organisation de la production qu'on va trouver. On va mettre longtemps. Parce qu'à chaque fois, la génération qui est au pouvoir rechigne à abandonner ses prérogatives. Elle voudrait revenir dans le monde d'avant. Mais petit à petit, c'est la loi de la démographie. La génération d'après pousse et elle-même n'a pas les préventions ou les tabous de celle qui l'a précédée, elle trouve des solutions. On les trouvera. Maintenant, si on prend un échéancier un petit peu plus long, c'est vrai qu'on voit que le poids relatif de l'Occident ou de l'Europe dans le PIB mondial, on y vient, décline. Voilà. Il y a un modèle asiatique. Est-ce qu'il faut parler de civilisation asiatique? Mais sur le plan économique, l'Asie existe. C'est vrai. Cela dit, le principal déterminant de ça, quand même, c'est la démographie. C'est-à-dire que, justement, quand on compare, vous citiez Paul Valéry, bon, il écrit ça au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais juste avant la Première Guerre, en 1914, c'est l'âge d'or de l'emprise de l'Europe sur le monde. L'Europe représente en gros 35% du PIB mondial. 100 ans plus tard, on est à 18%. On a divisé par 2. Donc c'est évidemment beaucoup, mais notre poids démographique, lui, a diminué encore davantage. C'est-à-dire qu'on a finalement pas mal maintenu nos positions. François Langlais, vous avez beaucoup de fans en France, mais vous avez un fan ici, parce qu'il n'arrête pas d'opiner quand vous parlez. Ne jamais l'entendre. C'est Alain Finkielkraut. Il est complètement possédé par François Langlais. Très intéressé en tout cas. Mais j'aurais, disons, deux questions à vous poser. Enfin, oui, parce que vous avez parlé de cette crise née d'un libéralisme dérégulé. Un témoignage de cette crise est apparu aux actualités, cette femme en Espagne qui vend ses organes pour ne pas être chassée de chez elle. Et alors là, surgit une question. Pourquoi cette femme doit-elle payer la crise? C'est-à-dire, ou pour dire les choses autrement, avons-nous les moyens de faire payer la crise à ceux qui l'ont provoquée? Les banques et peut-être aussi le gouvernement américain en refusant de venir au secours de Lehman Brothers alors que c'était possible. Et puis, une deuxième question, dans ce nouveau monde qui émerge, y aura-t-il encore une place en Europe pour une industrie européenne? Et l'Europe, sans son industrie, risque évidemment de changer de visage. Voilà, c'est deux questions que je voulais vous poser. C'est deux questions pas fastoches. La première, qui sont au fond les responsables de la crise? Comment les trouver? Comment les faire payer? Le problème, c'est qu'évidemment, là, il y a une asymétrie considérable entre le petit milieu des agissants et puis la grande masse indistincte des victimes à des degrés divers. Parce que vous prenez un cas extrême, mais au fond, il y a des gens qui voient tout simplement leurs revenus un peu diminuer en Grèce, en Espagne, en Italie. C'est moins dramatique, mais quand même, ils payent cette crise. Au fond, quand on essaie justement de trouver une ligne pour faire le départ entre les victimes, si je puis dire, c'est un peu à coup de stabilo, mais et les profiteurs, on voit que les profiteurs, c'est les détenteurs de capital. C'est ceux qui possèdent justement le capital et qui luttent en ce moment pour qu'on les rembourse.
C'est-à-dire la dette de ces États, américains ou européens, elle est détenue par des gens qui sont démographiquement d'ailleurs très bien identifiés. C'est en gros les plus de 50 ans en Europe. Hein. C'est les gens qui ont eu le temps d'accumuler avec le travail d'une vie d'ailleurs. Ils n'ont pas toujours accumulé dans des conditions méprisables. Où, il y a évidemment les profiteurs des profiteurs, mais qui sont une petite minorité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt chargé les moins de 50 ans. Sous la crise, en fait, il y a une guerre des générations. Et cette crise de l'euro est d'un certain côté l'expression de cette génération libérale, en gros la nôtre, hein, celle qui a déréglementé, qui a privatisé, qui a encouragé l'endettement, c'est un nous collectif, et qui aujourd'hui dit aux jeunes, les gars, payez, remboursez vos dettes. Parce que nous allons être à la retraite et nous voulons des pensions suffisantes. La deuxième question, maintenant Daniel Finkielkraut, l'avenir de l'Europe. Là, comment vous le voyez? C'est-à-dire, on va coller les timbres, on va être une réserve touristique, un grand parc d'attractions pour les Chinois et pour les Indiens, les riches Indiens qui nous attendent. Non, je pense que, si vous voulez, là aussi, si on essaie d'analyser nos troubles sur longue période, il y a beaucoup de choses qui proviennent de l'émergence des émergents. Hein, c'est-à-dire du fait que la Chine a repris une part très importante dans l'économie mondiale et qu'elle a aspiré. Incroyable, puis on a l'impression qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Oui, France, mais ça a été comme ça, au fond, avec l'émergence des États-Unis au début du siècle. Et au bout d'un moment, ça devient un avantage. C'est-à-dire que ce qui était une pression sur les coûts devient au contraire une source de croissance parce que les Chinois eux-mêmes vont se mettre à manger un jour bien plus qu'on l'imagine. C'est-à-dire que, et c'est toute l'équation chinoise en ce moment, la transition du leadership, la question principale, c'est celle-là. C'est comment changer de modèle. Comment faire que la machine à exporter qui exporte moins se transforme en une machine à consommer qui nous donnera une réserve importante et qui peut-être donnera naissance à 30 années de croissance très forte, analogue ou voisine à celle que nous avons connue avant la guerre. Là encore, on est dans les cycles, si vous voulez. Et l'une des explications de la crise, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur. C'est toujours violent, parce qu'on ne donne jamais son dû au nouvel acteur. Il le prend, et il le prend à quelqu'un. Du coup, nous sommes dans la situation de celui à qui on a pris cela. Mais il est possible, il est probable, c'est mon sentiment. Je n'ai aucune certitude, mais c'est l'intuition. Et quand on regarde l'histoire, on se dit, au fond, les invariants, et c'est pas rien, les invariants de l'histoire. Eh bien, si on se fie aux invariants, probablement va venir bientôt, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, c'est un bientôt relatif, le moment où les émergents constitueront une réserve de croissance importante pour nous. Oui, mais enfin, quand? Je crois que c'est quand même la question. Alors, François Bayrou, il y a encore une autre raison pour vous d'être ici dans ce débat, parce que vous êtes aussi l'une des rares personnalités politiques à avoir tiré la sonnette d'alarme sur le déclin économique français, hein, pour parler de la France, enfin, qui est évidemment dans le cadre européen, l'endettement, le surendettement de la France. Vous avez beaucoup parlé de ça. Vous avez parlé aussi dans ce livre qu'on peut relire pendant la campagne électorale, qui est tout à fait actuelle, la France solidaire. Vous avez parlé énormément aussi de la désindustrialisation du pays. Et je voudrais voir avec vous comment vous voyez notre avenir économique à long terme. Hein, parce qu'à court terme, vraisemblablement, on va continuer sur la même pente, mais à long terme, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de retour économique Alors, si vous voulez bien, du monde occidental? Je vais essayer de faire 2 observations préalables, en particulier à propos de l'échange entre François Langlais et Alain Finkielkraut. Première chose, les ordres de grandeur, hein, parce qu'on dit, on décline. François Langlais a dit Europe, 18% de la production du monde, mettons 20. Les États-Unis, eux seuls, c'est 25. C'était 33, ils sont passés à 25. Mais c'est lourd, hein. Oui, enfin bon. Si vous additionnez 20 et 25, vous êtes à 45. Et si vous ajoutez l'Amérique du Sud, et dans mon compte sur lequel j'accepte la contradiction, la Russie, alors vous vous trouvez à des 55% pour une zone qui ne représente en population que le 5e ou le 6e des habitants du globe. Et vous voyez donc tout d'un coup cette conclusion à laquelle je voulais arriver. Peut-être nous avons des problèmes, mais nous sommes, et de très loin, les plus riches par tête de pipe de la planète, de très loin. Pour l'instant. Ce qui explique, pour l'instant peut-être. Si vous me permettez d'aller un peu plus loin, tout le monde parle de croissance. Et en réalité, on ne
on ne fait pas attention à une chose, il est naturel, il est biologique que la croissance des pauvres soit beaucoup plus rapide que la croissance des riches. C'est comme les arbres. Lorsque les arbres poussent, ils poussent beaucoup plus vite dans la première partie de leur vie qu'après. Ils ne montent pas jusqu'au ciel. Attendez, c'est pas vous qui pouvez dire ça quand même, François Bayrou, parce qu'on est très riches, mais on est très endettés. Pas seulement nous, Français, les Américains. Alors, les Français, 30 000 euros par tête de PIB. Déjà, quand on est bébé dans le berceau, nous venons on doit déjà payer à la ça. question que vous avez posée. On a dit, où est la faute ? Il y a eu une faute. Il y a même eu deux fautes. Il y a eu une faute en 2008 de l'imprudence du monde de la banque qui a répandu des produits qui étaient pourris dans l'ensemble de l'économie du monde. Ça, c'est une faute des banques. Et puis, il y a eu une faute des politiques. En Europe, spécialement en Europe du Sud et spécialement aussi en France, qui ont accepté de maintenir le niveau de vie de manière artificielle en le finançant par la dette, en accumulant des stocks de dette qui ont entraîné ce que François Langlais indiquait, qui est absolument juste, c'est-à-dire on a sacrifié les plus jeunes du pays. Voilà. On a dit, excusez-moi, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous dites comment vous voyez l'avenir de l'Europe ? Moi, il y a une chose qui me frappe sur ce plateau et puis partout ailleurs. L'ordre des choses voudrait qu'en dépit de nos difficultés, nous soyons en tête sur les produits de technologie avancée. Alors, il y a plein d'écrans sur ce plateau. Il n'y en a pas un qui soit désormais ni fabriqué en Europe, ni fabriqué par l'Europe ailleurs. Ni conçu. Et donc, ni conçu parce que ça va s'échapper. Enfin, ils étaient conçus auparavant. Et donc, oui, c'était conçu auparavant, fabriqué ailleurs, et maintenant rien. Ça, c'est impardonnable. Et ceci est une responsabilité politique. Et une responsabilité politique qui ne peut plus être exercée au niveau national, qui ne peut être exercée qu'au niveau européen. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a là, dans l'édification d'un pouvoir européen qui pourrait prendre la responsabilité de dire « excusez-nous, mais en vertu des responsabilités que nous avons à l'égard de nos citoyens, nous allons développer volontairement une industrie sur l'ensemble du domaine, redévelopper une industrie sur l'ensemble du domaine des écrans, par exemple, des écrans plats, de ce que tous les écrans sensibles vont être pour l'avenir. » Le renoncement par l'Europe sur les produits et les services qui sont ceux de l'avenir est un crime et il ne doit pas être accepté. Alain Finkielkraut. On ne peut pas se contenter de la croissance pour la croissance. Il faut pouvoir s'interroger à un moment donné sur les contenus ou les finalités. Et je prendrai un exemple, peut-être un peu frivole. Les écrans. J'étais en vacances récemment dans un assez joli hôtel et j'ai vu une chose que je n'avais jamais vue, c'est-à-dire les parents qui venaient avec leurs enfants, petits-enfants au dîner et pour être tranquilles, ils les mettaient tous, enfin, ou pour un certain nombre d'entre eux, devant un écran pendant le dîner avec des écouteurs et soit c'était des jeux vidéo, soit c'était des dessins animés. Et je me suis dit, voilà, nous allons peut-être nous disputer avec le Japon et avec les États-Unis pour fabriquer de plus en plus d'écrans qui vont de plus en plus hébéter les générations futures. Donc, on les a déjà chargés de la dette, il ne faudrait pas non plus les charger de l'hébétude. Donc, alors, évidemment, on peut faire un tout autre usage des écrans, mais nous savons que celui-là existe, nous savons qu'il est très, très inquiétant, et donc nous sommes quand même amenés à nous poser, à un moment donné, la question des finalités. Alors, Elisabeth Lévy va nous rejoindre pour parler de l'évolution des mœurs. En attendant, Alexandre Gamelin va tenter de répondre à cette question. L'évolution des mœurs met-elle en péril l'Occident ? Aujourd'hui en Occident, en matière de mœurs, il n'y a plus de modèles, il n'y a que des parcours individuels. On peut être fidèle ou pas,
aimer un individu de sexe différent ou identique, se marier avec lui. Voulez-vous prendre monsieur pour époux? Non. Ou pas, et divorcer et avoir des enfants, naturellement ou pas. On peut appartenir à des familles composées, recomposées, décomposées, monoparentales ou biparentales. Il n'y a plus de normes, il n'y a que des individus égaux en droit. En quelques décennies, les lois dites sociétales se sont multipliées, permettant à chacun de pouvoir être minoritaire sans être marginal. Ce progressisme, qui a permis de lutter contre les discriminations, est un véritable progrès pour la plupart d'entre nous. Félicitations, papa. Quelle époque, quelles mœurs! Cette idéologie du progressisme serait au contraire le signe de notre décadence, la promesse de notre disparition. Prions pour qu'au ciel, il nous reste des places. Jouir sans entrave et consommer, tel serait le seul engagement de l'individu contemporain. Or, face à cette ère du vide, d'autres civilisations seraient prêtes à en découdre. Des civilisations longtemps exploitées par nous pour notre prospérité et qui aspirent aujourd'hui à imposer leur domination économique ou culturelle au monde. Amollis par la prospérité, nous serions incapables d'affronter cette guerre des civilisations que certains nous promettent. C'est bon de se faire peur comme ça, délicieusement décadent. Alors, si vous nous rejoignez, je vous signale que vous regardez Les Grandes Questions, un magazine philosophique qui fait le point chaque mois sur une grande question. Ce soir, c'est le déclin de l'Occident. Alors, une deuxième experte, bonsoir, nous a rejoint, qui est Elisabeth Lévy, rédactrice en chef d'un magazine sur papier et sur le net, le magazine Causeur. Alors, la question que je vais vous poser, toute simple, c'est est-ce que vous pensez vraiment que l'évolution des mœurs est une menace pour la civilisation occidentale? Par exemple, le mariage pour tous. Bon, vous aimeriez bien évidemment que je vous réponde par le discours bien réac en disant c'est affreux, tout fout le camp. Juste avant de vous répondre, je vais... Vous allez le faire quand même. Je vais le faire quand même, mais avant de vous répondre, je voudrais faire une toute petite remarque, deux petites remarques préliminaires. La première, je pensais aux lettres persanes. Je ne sais pas si vous vous rappelez les pages où, quand il arrive à Paris, et puis où, en France, il voit des gens, et il y a toutes ces pages sur l'amitié. Et il dit, c'est bizarre ces gens qui fréquentent des gens qui ne sont ni de leur famille ni de leur clan. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il me semble que ce genre de choses, et si Emmanuel Todd était là, je pense qu'il le confirmerait, mais ce sont aussi les structures familiales, sont au cœur de ce qu'on peut appeler une civilisation ou une culture. Et il me semble que sur le long terme, vous avez beaucoup parlé du déclin de l'Occident, j'ai quand même le sentiment que sur le long terme, on assiste d'une certaine façon à une universalisation chaotique qui peut évidemment susciter des réactions, mais plutôt à une universalisation du modèle occidental. Il y a un passage de témoin dans ce modèle, parce qu'effectivement, ça n'est plus l'Occident géographique qui le dominerait. Je parle là de la longue période, hein. Ce n'est pas forcément ce que nous vivons à l'échelle d'une génération. Mais, pour prendre un exemple un peu idiot, aujourd'hui, un Chinois riche, quand il veut fêter un événement heureux, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il débouche une bouteille de champagne. Ça a l'air de rien, ça a l'air bête, mais il me semble qu'il y a une diffusion quand même assez grande d'un certain type de comportement. Ouais, enfin, cela étant, le mariage pour tous au Pakistan, c'est pas pour demain. Ouais. Non. Mais j'y arrive. La deuxième chose, c'est que je crois que pendant très longtemps, dans le fond, ce qui a été aussi un moteur pour nous, ça a été de nous libérer des contraintes. C'était ça, l'Occident. C'était une progression vers la liberté. Ouais, la liberté, ouais. On s'est libéré des contraintes, on est sorti de la religion, on a chassé Dieu, vous l'avez dit, on l'a chassé de la cité, de nos cœurs et du reste. On a essayé. On est toujours en train d'essayer. D'accord, mais enfin, malgré tout, on est quand même... Je veux dire, on vit quand même, nous, dans des sociétés très laïcisées. Vous ne pouvez pas le... Sauf que Dieu s'est métamorphosé sous une multitude de formes, et ces métamorphoses sont peut-être pas terminées. Vous avez raison, j'y vais à grands traits, disons. Mais notre problème aujourd'hui n'est pas d'avoir plus de droits ou plus de liberté, il est de donner un contenu positif à ces libertés. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on est contesté d'une certaine façon, comme par l'islam radical, c'est par des gens qui, eux, veulent donner un contenu positif aux choses, alors que nous, si vous voulez, dans le fond, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ben voilà, on a conquis toutes ces libertés pour s'envoyer des SMS débiles, manger de la malbouffe et regarder des idioties à la télé tout le temps. Donc évidemment, on est un peu perturbé, si vous voulez, tout ça pour ça. Il n'y a pas que des bêtises à la télé, Elisabeth. Non, il n'y a pas que des bêtises à la télé. Maintenant, j'en viens donc à cette question du mariage pour tous. Je ne crois pas donc
je ne crois pas que ce soit, comment dire, les libertés des mœurs qui nous menacent. Je ne crois pas que ce soit la liberté des femmes, qui est d'ailleurs, à mon avis, constitutive de ce que nous sommes, et qui est probablement notre bien le plus précieux à tous, hommes et femmes, qui nous menace. Je crois, en revanche, qu'est-ce qui se passe dans... D'abord, il y a cette question, si vous voulez, où je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui, notre problème, ce soit d'avoir plus de droits. Et je crois, en revanche, que tous les droits des individus de vivre, disons, leur vie, leurs mœurs, etc., ça me semble plutôt être un grand progrès. En revanche, on est en train de toucher, pas tant avec le mariage pour tous qu'avec l'adoption et la filiation, on est en train de toucher à un substrat idéologique très profond. Alors, il y en a un, d'ailleurs, qui va bien au-delà de l'Occident, qui, à mon avis, est quand même au cœur de la définition de l'humanité, qui est la différence sexuelle, comme constitutive, je veux dire, de ce que nous sommes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait avec l'adoption pour tous plutôt qu'avec le mariage pour tous? Ce qui me gêne et ce qui me semble nous menacer n'est pas que des hommes et des femmes élèvent des enfants. Ce ne sont pas les situations de fait. Ce qui me gêne, c'est qu'on rentre dans un monde où on essaye de croire que des hommes, 2 hommes ou 2 femmes pourraient engendrer des enfants. Et là, ça me semble être un mensonge anthropologique qui, là, pour le coup, nous menace. Alors, c'est une menace, Abdelnour Bida? Oui, alors j'apprécie beaucoup un certain nombre de choses qu'a dit Madame. Donc, ce qui exacerbe la tension entre le monde occidental d'un côté et puis d'autres aires de civilisation, on parle souvent de l'islam, hein, actuellement, les problèmes ou les questions se cristallisent autour de la relation avec l'islam, mais on peut parler aussi de la Chine et de l'Inde, hein, qui est souvent la grande absente des débats. C'est parce qu'on a eu affaire, effectivement, à une proposition occidentale, je le disais comme ça au départ, cette proposition d'une libération des possibilités de l'individu, des moyens mis à la disposition de l'individu de mener toujours l'existence la plus heureuse qui soit. On s'aperçoit, hélas, que cette proposition occidentale, qui a produit le meilleur, hein, c'est-à-dire qui a produit les droits de l'homme, elle a produit très largement également le pire, c'est-à-dire qu'elle nous a fait basculer dans un mode de vie complètement horizontal, qu'on a qualifié au XXe siècle d'hédoniste, de consumérisme, de matérialiste, d'individualiste, tous les istes et les ismes dont on a pu faire la critique à l'Occident de bon droit. Eh bien, je crois que par rapport à ça, les autres aires de civilisation ont une réaction qui est une réaction compréhensible. Alors, d'une part, c'est quelque chose qui est pour elles un objet de tentation, donc elles s'y engouffrent à leur tour. Hein, c'est-à-dire qu'elles sont séduites, mais en même temps, elles sont tentées de réaffirmer des valeurs très très fortes qui vont proposer un autre discours à l'individu. C'est-à-dire non pas seulement éclate-toi et réalise-toi ou épanouis-toi, mais adhère à quelque chose qui peut donner une direction forte à ton existence et une direction... Pour reprendre le mot d'Alain Finkielkraut, est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'une société sache s'adapter, changer ses contours? Oui, effectivement, simplement il y a un juste milieu à trouver. Peut-être qu'il ne faut pas s'adapter à tout. Il y a un juste milieu à trouver. Et je crois que par rapport à ça, nous sommes tous aujourd'hui dans une stupéfaction générale, mais occidentaux et orientaux réunis. Hein, je pense que c'est une crise de civilisation par rapport à une proposition occidentale dont personne ne sait quoi faire d'intelligent. Fabienne Brugère. Oui, alors justement, la société, effectivement, ne doit pas s'adapter à tout. Et une civilisation, elle est structurée par un certain nombre d'interdits. Et les interdits, bien évidemment, ça construit les individus. Après, en ce qui concerne le mariage pour tous, moi, je n'y ai aucune vraiment opposition et j'y adhère même dans le sens où c'est mettre fin à une certaine hypocrisie. En ce qui concerne la question de l'évolution des mœurs, il y a vraiment un autre critère qui me semble fondamental, c'est effectivement la question de la place des femmes et c'est effectivement la question de l'égalité femmes-hommes et une question en ce sens extrêmement, je dirais, concrète, qui est celle de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça fait partie d'une évolution des mœurs qui crée précisément un progrès. Alors, vous voyez, on parle tous, et j'ai commencé d'ailleurs par parler de mariage pour tous, ça c'est intéressant aussi par rapport à nos sociétés où on n'ose pas prononcer les mots tout simplement parce que j'aurais dû dire, vous auriez dû dire d'ailleurs tous, c'est mariage homosexuel, c'est ça le sujet. Ah oui, mais ça, le mariage pour tous, c'est ainsi que les choses sont formulées par les autorités. Donc nous reprenons la formule parce que c'est celle qu'on nous a donnée en quelque sorte. Oui, en effet, il s'agit du mariage homosexuel. C'est une question grave et dont j'estime qu'elle est traitée par ses partisans avec une infinie légèreté. Et ça renvoie justement au rapport que l'Occident doit entretenir avec lui-même, avec le modèle anthropologique qui a été le sien, avec sa propre tradition. Nous faire croire qu'il s'agit tout simplement
d'un élargissement des droits, d'un accès à l'égalité, de l'application du principe de non-discrimination, c'est un mensonge, et c'est un mensonge dangereux. Nous sommes conviés à changer de modèle. Si nous le faisons, soyons en tout cas attentifs et prudents, d'autant que les revendications risquent de continuer. Du mariage, on va à l'adoption, de l'adoption à la procréation médicalement assistée, avec l'émergence de 2 papas et de 2 mamans, ce qui est tout de même un peu étrange, mais surtout, on risque d'entretenir justement avec le passé qui est le nôtre, un rapport de surplomb, un rapport d'éloignement, parce que la littérature, elle, nous entretient de mariage entre hommes et femmes, d'amour, la plupart du temps, hétérosexuel. Mais pas toujours, il y a de très bons livres. Oui, mais la revendication viendra, effectivement, au nom du principe de non-discrimination, d'introduire de l'égalité dans l'enseignement. D'ailleurs, c'est déjà ce que demande la ministre des Droits des Femmes, puisqu'elle dit aux professeurs qu'il faut insister, en effet, sur la relation homosexuelle entre Verlaine et Rimbaud. LGBT, En effet, c'est important pour les comprendre. En effet, la lecture du bateau ivre en sera complètement transformée. Et bientôt, il faudra que les élèves qui lisent Proust, s'il y en a encore, eh bien, il faudra bien que derrière Albertine, ils aient l'intelligence de voir son ami Albertini et donc de l'appeler Albert. Il y a là quand même une évolution et vers une réécriture, possible de notre histoire en vertu du principe de non-discrimination que je trouve inquiétant. Donc, un peu de prudence dans ce que nous sommes amenés à faire. Alors là, on peut presque voir, vous ne l'avez pas prononcé ce mot, mais on l'entend presque, le mot décadence. Ah non, je n'ai pas dit le mot décadence. Si vous voulez, frivolité, légèreté et rupture avec un passé qu'on regardera comme une sorte de passé de préjugés, de grande noirceur. Mais pourquoi pas rompre avec le passé de temps en temps, Abdenour Bidar? Oui, rompre avec le passé de temps en temps. En l'occurrence, ici, il me semble que peut-être qu'une cause du déclin de l'Occident, c'est que l'Occident veut faire comme par le passé. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il voudrait peut-être continuer à construire l'universel tout seul. Construire l'universel de façon assez unilatérale. Je reste sur cette question des libertés. C'est-à-dire que ça, c'est, me semble-t-il, cette idée qu'il faut libérer la liberté, c'est une proposition occidentale extrêmement forte qui a été universalisée avec succès pendant un certain temps. Par rapport à d'autres civilisations, c'est absolument extraordinaire. Exactement. Mais demandons-nous aujourd'hui, alors c'est un peu la question que posait déjà Georges Bernanos il y a plusieurs décennies, la liberté, pourquoi faire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un mouvement qui s'est pris lui-même pour finalité, une liberté pour la liberté, pour la liberté, pour la liberté, comme si ça suffisait. Et nous devrions, il y a quelque chose qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi, au lieu de simplement nous exciter comme des puces, pourquoi est-ce que, par rapport à cette proposition occidentale, la civilisation islamique qui est juste en face de nous, juste à côté de nous, eh bien pourquoi justement elle ne veut pas de la liberté? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle est actuellement dans cette régression absolument formidable qui consiste à dire l'être humain n'est pas libre en face de la décision de Dieu, ou en tout cas de ce que certains, les clercs en l'occurrence, ont défini comme... Elle est immobile. Voilà, elle est immobile et elle ne reconnaît pas de liberté à l'homme en face de la transcendance divine, en face du Coran, en face de la charia, etc. Alors évidemment, c'est une régression, mais nous occidentaux, qu'avons-nous de mieux à faire en face de cette régression? Eh bien, il faut aussi être capable de le voir comme une réponse et comme une interrogation à ce que nous-mêmes, nous avons fait à la liberté, au sort que nous avons infligé à la liberté, exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous sommes là, je disais tout à l'heure, stupéfaction générale, nous sommes là avec deux civilisations qui sont en face de la question de la liberté. Il y en a une qui a fait quelque chose de très fort avec cette liberté, mais qui probablement est en train, peut-être pas de dégénérer, peut-être pas d'être en décadence, mais en train d'arriver au bout, à l'épuisement, à la date de péremption de sa proposition, parce qu'il faudrait la renouveler puissamment, et l'autre, justement, refuse d'entrer dans le mouvement en lui disant « non, je ne te suis pas ». Elle le dit avec violence, avec évidemment trop de violence, mais il faut entendre ça comme le fait, ou si vous voulez, le moment d'une interrogation à mener en commun sur le devenir de la liberté humaine. Alors, c'est la grande question, ça François Bayrou. Là, il y a eu beaucoup de grandes questions. Non, mais la question, d'ailleurs, oui, mais cette question recouvre toutes les autres, c'est est-ce que l'Occident ne s'est pas donné trop de liberté? C'est une question vaine. Parce que la liberté... Bon, vous avez compris, Abdenour? La liberté... Non, mais nous, les philosophes, on se pose que des questions vaines. Non, mais je veux dire, qui va dire... Qui
de quelle autorité, de quelle légitimité va-t-on dire il y a trop de liberté? Et ceci est encore une question de laïcité. Parce que l'immense apport de l'Occident, au sens large, et on pourrait peut-être même dire du christianisme, y compris dans sa descendance des Lumières, c'est la séparation de la loi et de la foi, de la loi religieuse et de la loi civile. Et qui peut, s'il n'a pas le socle, comment dire, s'il n'a pas le sceptre ou le fouet d'une loi venue d'en haut, qui peut dire « je te dénie le droit à la liberté ». Donc, pour moi, il est impossible de dire ça. On n'a pas entendu sur cette question François Langlais, il y a beaucoup de choses à se dire aussi. Non, c'est-à-dire ce qui me frappe, c'est une remarque non pas sur le fond du débat, mais sur le débat lui-même. C'est troublant de voir la similitude entre ce débat sur les libertés du point de vue moral, si vous voulez, disons, du lien entre l'individu et la société. Qu'est-ce qui fait société ? Y a-t-il un seuil au-delà duquel la liberté de l'individu compromet la cohésion? Bon, ça c'est une discussion que nous avons au plan fondamental. C'est exactement la même chose au plan économique. C'est-à-dire que là aussi, l'opposition entre la liberté de l'individu et la nécessité de lois pour faire sens, pour faire société, est patente. Et la crise est l'expression de notre inadéquation précisément là-dessus. Et je me disais, mais finalement, est-ce que nous ne vivons pas avec ces questions morales exactement le même type d'interrogation qui correspond à un moment où justement la pulsion libérale pose à la fois, a offert un certain nombre d'opportunités formidables, mais suscite aussi des difficultés à la vie en société. Et de ce point de vue, je pense que cette simultanéité laisse à penser que dans le domaine moral comme dans le domaine économique, il y a des cycles, quoi. Et que là encore, il y a différentes temporalités. Il y a une évolution de la liberté qu'on peut faire remonter au début des Lumières, etc. Mais au sein de cette temporalité-là, il y a des moments... Des cycles dans le cadre d'un déclin. J'aurais peut-être pas été jusque-là. Je ne suis pas sûr que ça soit si négatif que ça. C'est une question. C'est le thème de l'émission. Elisabeth Lévy, allez, clairement, est-ce que trop de liberté, ça met en péril une civilisation? J'allais dire, une liberté illimitée la mettrait évidemment en péril. Toute société se définit par des interdits. Je vous donne un exemple en matière de liberté d'expression. Vous allez être tous d'accord ici, nous nous sommes donné des interdits. On les définit, je pense par exemple, nous sommes interdits, nous avons interdit par la loi les paroles racistes. Tout le monde trouve ça très bien qu'elles soient interdites. Donc cette idée, ce slogan absurde d'une liberté illimitée qui n'aurait pas de limite, on voit bien, je veux dire, on comprend bien instinctivement qu'elle n'est pas tenable. La question est quels interdits nous nous donnons, en fonction de quoi nous les définissons. Et même aux États-Unis, on nous dit qu'il y a une liberté d'expression absolue. Je crois que c'est faux, par exemple. Il n'y a pas de société qui ne se donne pas des limites, et donc notamment... il faut des interdits, bien il faut sûr du qu'il sacré. faut des interdits. Et oui. Écoutez, si on peut chercher deux définitions de la civilisation même. L'une chez Orwell, quand il parlait de la fameuse common decency, la décence ordinaire, il y a des choses qui ne se font pas. Limite, et l'autre, évidemment, chez Camus, entendant cette parole, enfin, par dire cette parole de son père, un homme, ça s'empêche. En effet, l'homme, ce n'est jamais la liberté débridée. L'homme débridé n'est plus tout à fait humain. Oui, mais s'empêche, ça vient de lui, ça vient pas forcément de la société. Ah, peut-être. Oui. Peut-être. Ah, bien entendu. Enfin, bien une entendu. société sans loi, c'est la horde. Donc il n'y a pas de civilisation possible sans inhibition. Oui. L'inhibition, c'est le commencement même du vivre ensemble. Ah, même vous avez compris, précaire. donc un peu d'inhibition. Est-ce que Freud dit parfaitement dans Malaise de la civilisation? À ceci près peut-être que l'inhibition, la limite, la loi ne se suffit pas elle-même. C'est-à-dire que ce qu'il faut à l'individu, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est une limite, mais aussi une direction pour cette liberté. Et c'est en fonction de la direction que nous saurons ou pas donner à la liberté, c'est-à-dire que en fonction de la façon dont nous saurons définir pour la liberté un bien, eh bien, à partir de là, les limites seront possibles à établir ou à rétablir. Alors, question suivante. Toutes les civilisations se valent-elles? Alors, avant de répondre à cette question, et tandis que la civilisationniste Mabula Soumaoro prend place, je vous propose de regarder un sujet d'Alexandre Gamelin
qui répond à cette question en images et à sa façon qui dépote. Y a-t-il ou pas des civilisations supérieures? On regarde. Qu'est-ce que vous préféreriez être? Un crétin politiquement correct ou un sale réac raciste? Ni l'un ni l'autre? Alors ne vous lancez jamais dans une discussion sur la hiérarchie supposée des civilisations. Regardez Claude Guéant en février 2012. Une petite provocation bien sentie. Pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Fight! Et c'est parti. Et indignation. Non, monsieur Guéant. Scandale. Et à la fin, comme à tous les coups, allusion aux heures les plus sombres de notre histoire. Et pour finir, au nazisme. Le régime nazi était-ce une civilisation? Mais à l'inverse, si vous vantez le multiculturalisme et l'égale dignité de toutes les civilisations, vous serez classé dans la catégorie du bobo crétin cuisinant à toutes les sauces sa pensée unique, antiraciste, politiquement correcte, relativiste, et j'en passe. Mais le pire, c'est que tout ce beau monde a un peu raison. D'un côté, il est absurde de hiérarchiser en soi les civilisations. On ne peut être jugé parti. La hiérarchie que nous pouvons poser entre les civilisations est partiale et ne peut valoir universellement, quelles que soient ses prétentions. Seul Dieu, s'il existe, pourrait hiérarchiser les civilisations. Mais d'un autre côté, on peut être occidental, croire à une forme d'universalité, donc de supériorité de ses valeurs, sans être raciste, bien au contraire. Et dire qu'après tout, c'est l'Occident qui a inventé l'état de droit, la démocratie, la liberté d'expression, l'émancipation des femmes et même le droit des autres civilisations, cultures et peuples à être reconnus comme autre chose que des barbares ou des ennemis à écraser. D'où ce paradoxe, l'égalité des civilisations est une idée de l'Occident et c'est peut-être là que réside sa supériorité. Bravo et merci Alexandre Gamelin. Alors si vous rejoignez cette émission, je vous signale que vous regardez Les Grandes Questions, magazine philosophique qui présente chaque mois des débats entre philosophes et experts sur une grande question. Ce mois-ci, c'est le déclin de l'Occident. Bonsoir notre troisième experte, Maboula Soumaro. Alors vous êtes maître de conférence à l'Université de Tours, spécialiste des civilisations anglophones. Alors première question, alors voilà, puisque c'est la question, y a-t-il des civilisations supérieures ou pas? Est-ce que l'Occident est une civilisation supérieure ou inférieure? L'Occident s'est pensé comme civilisation supérieure. Comme toutes les civilisations. Comme ouais. toutes les civilisations. Ouais. Mais là, on parle de l'Occident et on parle depuis l'Occident. Donc, de manière évidente, l'Occident s'est pensé, s'est constitué comme civilisation supérieure qui a propagé, qui a essayé de manière assez militante et militaire de propager ses valeurs à travers le monde. Et c'est pour ça que le monde se trouve à travers, à l'intérieur même de l'Occident aujourd'hui. Comme toutes les civilisations. Comme toutes les civilisations. Il y a toujours une volonté de conquête dans les civilisations. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de la civilisation occidentale, dont on a parlé tout à l'heure, en ayant quand même un regard historique assez limité, on est remonté jusqu'au 19e siècle, mais on n'est pas remonté jusqu'à, je ne sais pas, la fin du 15e siècle, les grandes découvertes, la colonisation des Amériques, la colonisation qui a suivi du continent africain et des continents asiatiques, qui a fait qu'en Occident, s'est retrouvé, comme je viens de le dire à l'instant, le monde entier. Donc en fait, je pense qu'on a une vision assez trouble de cette identité occidentale supposée qui a été mondialisée bien avant la fin du XXe siècle. Il me semble que peut-être si on pose la question en disant est-ce qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, on ne peut pas y répondre car il n'y a aucune instance tierce, il n'y a aucun Dieu unique et admis par tous qui pourrait décréter qu'il y a une supériorité de l'une sur l'autre. En revanche, ce qui me semble, en tous les cas, ce qui me semble important, c'est qu'on ait le droit d'affirmer des préférences. Et je trouve que tomber sur une personne qui affirme des préférences est un peu idiot, parce qu'en plus, ces préférences sont partagées. Je donne un exemple vraiment bête. Nous sommes tous d'accord ici pour penser qu'une société où on n'excise pas les femmes, c'est moins bien qu'une société où on les excise. Il y a des gens dans d'autres sociétés qui pensent exactement le contraire. Je veux dire, qu'il n'est pas... C'est indécidable en quelque sorte. Oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. D'accord. C'est l'inverse. Vous avez tous compris. Là, on est tous d'accord. Vous avez tous compris. C'est indécidable. Mais c'est un lapsus très intéressant. En revanche, je vous dois combien pour cette séance? En revanche, je trouve que c'est très important qu'on ait le droit, pour nous, dans nos sociétés,
mais comme chacun peut le faire, de la même façon que l'Occident, effectivement, il n'y a plus de missionnaires beauté, on n'exporte plus, ou je pense qu'on a à peu près renoncé à exporter nos idées, nos valeurs à la pointe des baïonnettes. En revanche, qu'on les défende chez nous, me semble tout à fait non seulement légitime, mais plutôt nécessaire. Hein. Mais il y a une civilisation qui a affirmé l'égalité de toutes les cultures, et c'est précisément la civilisation occidentale. Ça commence avec Montaigne, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, et ça se retrouve 4 siècles plus tard chez Lévi-Strauss, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. La reconnaissance de l'égale dignité des cultures, c'est une spécificité occidentale et peut-être même la marque de la supériorité de l'Occident, parce que ça traduit en Occident une incertitude perpétuelle par rapport à ses propres normes. Et cette incertitude lui a fait faire beaucoup de chemin. L'Occident a été capable et constamment d'une autocritique, ce qui n'est pas forcément vrai des autres civilisations qui peuvent avoir tendance à chercher un coupable extérieur. Mais maintenant, on sent, face à l'Occident, qu'on retourne cette revendication de l'égalité de toutes les cultures, mais là, il y a un problème très grave, c'est-à-dire que si l'Occident cède à cette revendication, pour ne pas tomber à nouveau dans la barbarie, alors il accorde aux autres le droit d'être barbare. Égalité de toutes les cultures, et bien à ce moment-là, quand on veut enfermer les femmes dans une burqa, on a le droit, au nom précisément de cette égale dignité, et l'Occident n'a pas à s'en mêler. Peut-être, en effet, n'a-t-il pas à s'en mêler, peut-être doit-il retourner sur son précaré, mais déjà, et je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur même du monde européen ou du monde occidental, on dit à l'Occident, il y a une égale valeur de toutes les formes et de toutes les pratiques culturelles, alors vous n'avez pas le droit d'interdire le voile. Alors, vous citiez Claude Lévi-Strauss, Alain Finkielkraut, mais il a quand même dit, Claude Lévi-Strauss, une phrase qui a marqué beaucoup de gens d'ailleurs, il n'y a rien d'inadmissible à placer un mode de vie au-dessus de tous les autres. Maboula Soumaoro. Non, mais de toute façon, là, Elisabeth Lévy, avant le début de cette discussion, avait parlé des préférences. Et on pourrait dire, vous avez dit que les hiérarchies, en fait, sont juste des opinions. Mais là, on ne parle pas d'opinion, on parle de civilisation, on parle de système politique. Donc, on n'est pas seulement dans l'opinion qui voudrait que chez nous, alors en France, on n'excise pas, alors qu'autre part, on excise, que dans certains pays, les femmes sont, vêtues de burqa et pas chez nous. Mais c'est pas une opinion, ce ne sont pas des idées. Ce que je veux dire, c'est que la hiérarchisation politique, les systèmes de domination sont bien réels. Donc, comment passe-t-on de ce genre de tradition intellectuelle et d'idées à la mise en place de sociétés et aux relations avec des sociétés qui sont censées ne pas fonctionner comme nous? C'est ça la question. C'est pas seulement une question de débat d'idées. Ce sont des faits qui sont très précis. Et comment ces faits deviennent-ils réalisables et mis en place concrètement par ces civilisations dont nous sommes issus? C'est pas des questions de goût et de couleur. Ce sont des questions qui sont fondamentalement politiques. Il y a des civilisations inférieures ou supérieures, Abdeno? Débat typique du XXe siècle. Hélas, on est au début du XXIe siècle. Alain Finkielkraut prononçait un mot au début de ce débat qui, à mon avis, demande à être ramené sur le devant de notre discussion. Le mot de mondialisation. Qui dit situation de mondialisation dit nouveau devoir inhérent à cette situation de mondialisation. En l'occurrence, je crois que dans une situation de mondialisation, il faut qu'à un moment donné, les civilisations arrêtent de se demander laquelle d'entre eux est la meilleure en restant dans une logique qui est une logique d'extériorité mutuelle et de concurrence qui n'existe plus parce que justement aujourd'hui, le propre, c'est qu'elles sont appelées en permanence et sur tous les plans à discuter entre elles et à essayer de trouver du commun. J'ai lu, comme un certain nombre d'entre vous, la grande leçon de Paul Ricoeur dans un livre formidable, Soi-même comme un autre. Paul Ricoeur dit que ce à quoi nous sommes aujourd'hui appelés, c'est à faire se rencontrer et faire dialoguer les représentants de nos différentes cultures, de nos différentes civilisations, pour qu'ensemble ils arrivent à construire un universel commun. Et je crois que par rapport à ça, le vieux réflexe qui consiste à considérer que notre jeu éternel va être de
comparer ce que l'un a et ce que l'autre n'a pas, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Tout à l'heure, Alain Finkielkraut disait, par exemple, que l'Occident avait eu ce génie propre, ce génie spécifique de considérer qu'il peut y avoir une égalité, de déclarer qu'il y a une égalité des cultures, une égalité des hommes, etc. Mais il est évident, il est tout à fait évident que si l'Occident se tourne avec cette proposition vers les autres civilisations, il ne va pas rencontrer la même chose, mais il ne va pas rencontrer le vide non plus. Parce qu'il y a eu, dans un certain nombre de civilisations, des idées, des courants, des mouvements de pensée et de société qui peuvent être considérés, si on sait les traduire, comme quelque chose d'analogue à ça. Je prends un seul exemple. Je suis spécialiste de l'islam. Et sur l'islam... On pourrait parler des bouddhistes aussi de la même façon. On pourrait parler des bouddhistes, mais enfin je vais parler de ce que je connais. Hein, bon, voilà, un peu moins mal que le reste. Bon, eh bien, je connais particulièrement la tradition théologique et mystique de l'islam. Eh bien, alors, là encore, comme au début de l'émission, je vais me retrouver à prononcer des noms que, hélas, personne ne connaît. Et là, je voudrais qu'on prenne là aussi ça comme un symptôme. Je vais parler de celui qui est considéré dans le monde musulman comme le plus grand mystique de l'histoire. Il s'appelle Ibn Arabi. Combien parmi nous, aujourd'hui, en Occident, qui avons une formation intellectuelle occidentale, ont lu Ibn Arabi? Eh bien, vous trouvez chez Ibn Arabi une théorie complète de l'égalité des religions et des traditions spirituelles de l'humanité. Une théorie complète, c'est-à-dire ce n'est pas simplement une déclaration de principe. Hein. Il lui donne une intelligibilité pas de savoir pourquoi il n'est pas lu en extraordinaire. Occident. La première question, c'est de savoir pourquoi il n'est pas lu dans le monde arabo-musulman. Eh bien, parce que toute civilisation, mais là encore, il est inutile d'entrer dans une logique de comparaison stérile. Toute civilisation connaît des phases de régression. Et je dois dire qu'actuellement, effectivement, si les Occidentaux n'ont pas lu Ibn Arabi, les musulmans, dans leur immense majorité, non seulement l'ont pas lu, mais connaissent pas leur nom. Et donc, de ce point de vue-là, il y a régression. Mais ça ne veut pas dire que la civilisation n'a pas été capable à un moment de produire quelque chose. Donc, encore une fois, il me semble que la logique de comparaison doit laisser la place aujourd'hui à une logique de contribution. Oui, alors moi, je voudrais répondre un peu à Benoît Bidard. J'espère que nous n'entrons pas dans une période de clash des civilisations. Je n'en sais rien. Parce il y a d'autres qui disent choc. Hein. Choc ou clash, c'est l'expression de Huntington. Oui. Et pour qu'il y ait... Pour faire la paix, il y a besoin de deux protagonistes. Pour la guerre, si j'ose dire, ou pour le choc, un seul suffit. Donc, ce n'est pas l'Occident tout seul qui peut décider qu'il n'y a pas choc des civilisations. Bon, mais admettons que nous soyons plutôt dans une période de contribution mutuelle et de dialogue. Le dialogue, ça ne peut pas être seulement l'échange. Le dialogue suppose aussi une certaine fermeté. Il y a des points sur lesquels l'Occident, au moins à l'intérieur de ses frontières, parce que l'exportation de ces valeurs n'est plus à l'ordre du jour, ne peut pas transiger. Et le point essentiel, c'est plus encore que l'égalité des hommes et des femmes, parce que c'est même antérieur, notamment en France, c'est la mixité. Sur la mixité, l'Occident ne peut être qu'absolument intraitable. Et là, autrement dit, on dialogue, échange, mais il y a aussi une part de non négociable. Maboula, oui, je ne sais pas, enfin, la discussion qu'on tient depuis tout à l'heure sur cette civilisation occidentale, encore une fois, elle est confinée au 19e et au 20e siècle. Et là, on parle de valeurs, il y a des valeurs qui sont mises en avant, qu'on présente comme si elles étaient intrinsèquement occidentales, comme si elles faisaient partie vraiment depuis longtemps de nos valeurs occidentales. L'égalité entre hommes et femmes est votée par nos sociétés, est une décision récente. L'égalité même entre, je ne sais pas moi, riches et pauvres, entre, on en a parlé, homosexuels et hétérosexuels, entre les personnes qui sont présentées comme blanches ou comme chrétiennes et non blancs et non chrétiens. C'est très récent. C'est très récent. C'est très récent. Donc c'est cette capacité. L'égalité homme-femme en France, on peut dire, ça date de Giscard, quoi. Non, mais la visibilité des femmes, le droit de vote, enfin, je veux dire la citoyenneté pleine, la citoyenneté pleine des femmes dans ces sociétés occidentales date du XXe siècle, par exemple. Et la civilisation occidentale, bon, c'est un concept assez flou, mais qu'on utilise aujourd'hui, ne date pas du XXe siècle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Et on nous a parlé aussi tout à l'heure du génie de cette civilisation occidentale qui est capable d'autocritique. Mais cette autocritique, elle est née de lutte, elle est née de contestation.
Et donc, ces accès à la liberté qu'on parle de la Révolution française, la Révolution américaine, on aurait pu aussi parler de la Révolution haïtienne de 1791, ce sont des moments où une catégorie de la population et qui était marginalisée, exclue, a remis ces sociétés face à leurs contradictions. Ce ne sont pas des civilisations qui sont nées, je ne sais pas, de la lumière, du progrès pour tous. C'est pas vrai. À chaque moment de l'histoire, des populations ont fait, se sont battues pour faire entendre leurs droits et leur volonté, pour la plupart, d'élever, on peut dire, d'élever les sociétés dans lesquelles elles se trouvent. Oui, pour aller un peu dans vos traces, Alain Finkielkraut évoquait tout à l'heure, disons, une tradition intellectuelle qui allait de Montaigne à Lévi-Strauss. C'est vrai. Cela dit, les rapports de l'Occident avec le reste du monde ont quand même été déterminés par la prédation. Je ne suis pas un apôtre de la contrition, je ne pense pas qu'il faille s'excuser sans limite. Mais ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire que finalement, il y a eu des dialectiques internes à nos sociétés, et aussi des dialogues parfois violents avec d'autres, qui nous ont amenés à cette conscience probablement entrevue de façon plus précoce par les esprits les plus brillants, mais qui ne témoignaient pas, je crois, fondamentalement de l'Occident. Juste un deuxième mot, Franz, si vous le permettez. Il y a aussi plusieurs façons de se sentir supérieur. Il y a la façon à l'occidentale, qui, je crois quand même, quand on regarde sur, en gros, les 5 siècles de mondialisation, puisqu'on peut effectivement le faire débuter... Ça n'a pas toujours été terrible. Hein. Ça n'a pas toujours été terrible. Mais alors, il y a à côté de cela la façon chinoise d'être supérieur, qui est très troublante, parce que vous savez, vous connaissez cette belle histoire de l'amiral Zhang He, qui est envoyé par l'empereur. C'est un ingénieur qui a construit des navires formidables et on lui dit « va donc voir un peu à l'extérieur de l'Empire du Milieu ce qu'il se passe ». Il part avec toutes les merveilles technologiques de l'époque. C'est d'ailleurs peu avant nos navigateurs européens, ou quasiment contemporains. À peu de choses près, la Chine allait découvrir l'Amérique avant Christophe Colomb. Et probablement, d'ailleurs, certains navigateurs l'ont-il fait. Oui, on l'a échappé belle. Mais nous parlerions chinois. Zhang He revient chez lui, raconte ce qu'il a vu. J'ai vécu en fait en Chine quelques années. Il revient chez lui, il va voir l'empereur, il lui dit « mais c'est une bande de nazes. À l'extérieur des frontières, il n'y a que des nazes. » Et l'empereur lui dit « mais après tout, qu'est-ce qu'on a à dépenser de l'argent pour aller convaincre ces Olybrius de notre supériorité? Il nous suffit d'en avoir la propre conscience. » Et il a interdit la construction des bateaux pour ne pas gâcher le bois qui, à l'époque, était bien nécessaire au fonctionnement de l'industrie. C'est pour dire que notre façon de nous penser supérieurs a quand même été aussi très agressive, ne l'oublions pas. Et il arrive effectivement que les civilisations connaissent des éclipses qui n'oblitèrent pas tous leurs fondamentaux, mais qui les mettent entre parenthèses par moments. Je ne disais pas que l'Occident se définissait par la parole de Montaigne ou celle de Lévi-Strauss. Je dis que c'est en Occident que s'est formulée l'idée d'une égalité des cultures. Et on peut dire aussi que l'ethnologie a été comme le remords du colonialisme. Il l'a accompagné. Mais en même temps, l'exploit que représente l'ethnologie est en effet l'exploit de la civilisation occidentale. Mais bien entendu, ce serait une facilité de résumer tout l'apport de l'Occident aux essais de Montaigne. Évidemment, il le disait justement parce qu'il voyait les horreurs qui commençaient de se produire en Amérique. Mais il y a quelque chose qui est assez amusant dans cette discussion, qui répond à votre question, Franz, parce qu'on est tous partis du principe que la démocratie, c'était supérieur à la non-démocratie. Personne n'a contesté cette idée, c'est un implicite pour tout le monde, et... je veux dire, il n'y a pas d'instance pour le dire, mais n'empêche qu'on le pense tous. Donc il y a bien quand même des façons de vivre ensemble qui nous semblent supérieures à d'autres. Personnellement, on ne m'a pas demandé mon avis, mais... j'ai eu l'impression que c'était implicitement... Non, je veux dire, la démocratie est... la démocratie est une valeur comme une autre. Il y a des formes politiques qui existent et qui ont existé à travers l'histoire. J'ai du mal toujours à voir le monde de manière verticale, en fait, et le monde et l'histoire. Aujourd'hui, on parle depuis l'Occident, on parle de l'Occident. C'est ce que je connais le plus comme civilisation. Et pour l'Occident, la démocratie est une valeur importante. C'est tout, c'est une constatation. Alors, et je pense que mon avis compte peu sur la question. Alors, Maboula Soumaoro nous donne une transition idéale pour François Bayrou, puisque si la démocratie est une valeur comme une autre, est-ce que toutes les civilisations se valent? Parce que vous n'avez pas encore répondu à cette question, François Bayrou. J'ai même pas eu la on attend le parole sur cette question, docteur. On attend le diagnostic. C'est tout à fait normal. Bon, si
si on essaie de se demander au cœur de ce qu'on appelle Occident, ici, et ce qu'on appelle Occident ici, c'est l'Occident contemporain et probablement plus encore l'Europe contemporaine. Parce qu'il y a eu en effet des siècles et des siècles pour arriver à une émancipation à l'égard de nos propres passions. Bon, qu'est-ce qu'il y a au cœur du cœur? Moi, je dirais deux choses très simples. Il y a une chose qui est l'autre n'est pas tout à fait un autre. L'autre, mon voisin, la femme si je suis un homme, et réciproquement, tout ça n'est pas tout à fait un autre. C'est semblable. C'est quelque chose, nous avons en commun quelque chose qui nous fait et nous fonde. Et il y a une deuxième chose qui est, je peux croire quelque chose, mais je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir raison plus que les autres. C'est deux pas tout à fait. L'autre n'est pas tout à fait un autre, et je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir raison. À mon avis, c'est cela qu'il y a au cœur de ce que nous avons développé au cours des siècles en Occident. Et vous voyez que ça veut dire que la civilisation occidentale serait supérieure ? J'y viens, et je pense que ceci est en tout cas, je ne veux pas dire supérieur, est en tout cas une bienveillance, une compréhension plus large que d'autres sociétés qui, au contraire, considèrent que l'autre est un autre, société de caste, société de classe, société ethnique, l'autre est un autre et j'ai rien à voir avec. Et moi, je pense qu'il est plus généreux et plus ouvert et plus intéressant de penser que même si les différences n'est pas tout à fait un autre, et ceux qui pensent que ce qu'ils croient est supérieur au reste. D'une certaine manière, le refus de considérer que nous sommes supérieurs est en soi une supériorité. Moi, je trouve. Juste insister sur le fait que, excusez-moi, que c'est ce débat d'idées à travers l'histoire et à travers l'histoire des civilisations, c'est accompagné, comment dire, d'armées, constitution d'armées et de développement de systèmes économiques qui ont pu exercer leur domination sur le reste du monde. Donc, on n'est pas seulement dans un positionnement intellectuel. Je trouve que c'est une manière assez peut-être intéressante, mais peut-être aussi assez naïve d'envisager le monde et d'envisager l'histoire. Mais c'est parce que d'une certaine manière, ce qui s'est constitué aussi en Europe, c'est une opinion publique et c'est la possibilité pour les gouvernés, finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, de contrebalancer aussi les forces en train de se constituer. Et donc, d'une certaine manière, c'est effectivement la contestation, les mouvements sociaux et un certain nombre de forces qui font que cet ensemble n'a pas été seulement un pouvoir. Oui, et j'ajouterais, si vous voulez, qu'en effet, l'Occident a commis son lot de prédations et même de massacres. Mais c'est en Occident quand même que tout cela a produit une mauvaise conscience. Alors la mauvaise conscience n'efface pas les massacres, mais elle est constitutive aussi de ce que nous essayons de définir comme la civilisation occidentale. Bon alors, maintenant la dernière question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est possible, puisque la philosophie a longtemps rêvé d'un gouvernement mondial, est-ce qu'on peut rêver aussi d'une civilisation mondiale, planétaire, unique? Vous allez peut-être me dire que c'est une question qui est un peu vaine, parce que c'est une question philosophique, François Bayrou, mais... Prenez-moi pour un imbécile et dites-le à la télé. Comme ça sera plus simple. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure à Benoît Bidard. Alors, question vaine, non c'est une question de fond. Est-ce que c'est possible d'imaginer ça? Ça serait une horreur. Ah, tout à fait d'accord. Voilà. Si l'enfer avait un visage, ça serait ça l'enfer. Parce que ça veut dire précisément, je reprends, c'est que l'autre n'existerait plus. L'autre dans sa coutume, dans sa manière de voir le monde, l'autre n'existerait plus. Et d'ailleurs, je dis exactement la même chose pour le gouvernement mondial que certains imaginent. Il y en a qui imaginaient, des gens tout à fait respectables, il y a encore très peu de temps, un parlement mondial dans lequel on débattrait. Je pense qu'il y a dans
voilà, dans la confrontation, quelque chose qui est humanisant. Alors, je renvoie à votre livre, La France solidaire, c'est aux éditions Plomb. Vous avez sorti ça il y a quelques mois, c'est toujours aussi actuel sur les problèmes de déclin qui frappent la France, l'Europe et l'Occident. Voilà. François Langlais, qui est d'ailleurs sur les mêmes thèmes dans son livre, son best-seller, là, Qui va payer la crise aux éditions Fayard. Alors, François Langlais, la question. C'est drôle parce que j'habitais en Chine donc, au milieu des années 80 et à l'époque, on s'étonnait de trouver parfois, jusque dans des contrées très reculées du pays, une boîte de Coca-Cola. Et c'était très singulier. On se disait, mais comment est-ce que ce truc est arrivé? C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là où les dieux sont tombés sur la tête, il y avait une bouteille de Coca qui tombait dans des contrées très reculées. C'était la même chose, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, à l'inverse, quand on voyage, on s'étonne de voir des endroits où il n'y a pas de Coca-Cola et qui ont préservé leur particularisme. Je pense qu'en fait, la mondialisation exacerbe les particularismes. Et, j'allais dire, Dieu soit loué. C'est-à-dire que je partage tout à fait le cauchemar de François Bayrou. Ça serait effectivement terrible d'imaginer une uniformisation totale, mais qu'il y a fort heureusement des corrections parfois très violentes, et on est probablement à la veille d'une correction violente là-dessus, contre la mondialisation, pour réindividualiser les espaces autour de cultures spécifiques, et que ça va probablement changer beaucoup de choses, et dans les sociétés, et dans l'économie. Ça se voit partout. En une phrase, ce que nous vivons en Europe même, avec dans beaucoup de pays européens, l'aspiration intraitable à des indépendances régionales. Oui. Ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en Grande-Bretagne, l'Écosse, avec un référendum, en Espagne avec la Catalogne et le Pays Basque. En France avec la Corse, hein, je vous signale. Et d'autres. Bon, vous aviez oublié. Oui, c'est peut-être un peu moins. Bon. Et cela, je partage absolument l'avis de François Langlais, c'est une dynamique explosive au sein de nos sociétés et qui vient de l'attente et de la revendication inconsciente souvent d'avoir à retrouver de l'identité dans l'indéterminé. Alors, mon petit doigt m'a dit que Elisabeth Lévy allait être d'accord avec vous deux. Oui, mais pour taquiner un peu François Bayrou, j'ajouterais qu'il y a une chose qui nous paraît aussi presque naturelle et dont on ne voit même plus l'existence, qui est l'État-nation, qui quand même pour le coup est une invention occidentale. Et je crois, moi, que les gens vont continuer très longtemps. Je ne sais pas, après, vous avez raison, Abdel Binard a raison de dire que les civilisations évoluent, on ne sait pas, à l'échelle des siècles, on ne sait pas comment. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens continuent à se penser dans ces catégories très profondément que sont les États-nations. En France, en tout cas. En France, en tout cas. Mais en Grande-Bretagne, sans doute. En Allemagne aussi. Beaucoup moins dans d'autres pays. Par exemple, en Italie ou en Espagne. Des pays qui ont des États, effectivement, plus récents et moins centralisés. Qui ont une autre conception de la nation. C'est vrai, mais malgré tout, je pense que... Parce que les Basques se sentent une nation, les Catalans se sentent une nation, et quand on prononce le mot « nation » devant des Espagnols, ils comprennent pas ce qu'on dit. C'est vrai, mais enfin, en tous les cas, ça prouve qu'il y a des ensembles, si vous voulez, que dans ce vaste monde qui, quand même, malgré tout, s'occidentalise, dans le sens où on l'a dit, je pense qu'il y a quand même des ensembles qui restent et que la diversité, effectivement, de ces ensembles va se poursuivre. Mais Franz me dit de me taire, donc je m'exécute. Bah oui, c'est pour parler de votre livre, Elisabeth Lévy. Voilà, La gauche contre le réel aux éditions Fayard. C'est un livre très impolitiquement correct. Et je pose évidemment la même question à vous, Maboula Soumaoro, civilisationniste. Oui. Je vous pose la même question sur est-ce que vous rêvez un jour d'une civilisation qui rassemblerait tout ce qu'il y a de bon dans les autres civilisations? Est-ce que j'en rêve? Non, je n'ai pas tellement de rêves de ce type, mais si on pouvait... Pour Bayrou, ce sont des cauchemars. Hein. Ah, non, moi, ce n'est pas un cauchemar. Je pense que si on arrivait... Enfin, c'est une utopie de toute façon, mais à une entente à l'échelle mondiale des intérêts divergents de tous les pans des pans de l'humanité. Non, mais pour faire gouvernement, un gouvernement mondial qui prendrait de manière responsable en compte les spécificités de chacun et les intérêts divergents, puisque tout est une question d'intérêt. Qu'on parle de civilisation ou de société, de gouvernement, c'est la gestion des intérêts divergents. Et probablement les rapports de force se renicheraient ailleurs. Non, une civilisation... Pardon de vous... C'est juste pour débat. Je ne crois pas qu'une civilisation se résume à des intérêts.
Donc elle se résume à... Elle se résume à une manière de voir l'autre, à des valeurs, comme on dit. Oui, mais cette manière de voir l'autre va automatiquement peser sur les rapports qu'on va, qu'on va développer avec cet autre. Non. Avec cet autre. Et tout à l'heure, vous avez insisté sur le fait que... C'est une vision matérialiste que je ne partage pas. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de sociétés dans lesquelles l'autre était semblable et différent, enfin faisait partie de nous. Est-ce qu'on est obligé d'envisager le monde avec l'existence d'un autre? Est-ce que l'altérité est nécessaire pour pouvoir se constituer? Ça, c'est une question qui... Maboula Soumaro, vous avez vous aussi un livre qui va sortir, il faudra attendre 15 jours, ça sort le 7 décembre. Oui. Vous faites la postface d'une sorte de classique sur la question noire, ça s'appelle Sur la question noire de CLR James, oui. Voilà, sur la question noire aux États-Unis de 1938 à 1945, voilà. Aux éditions Sileps. Merci à vous. Alors, c'est à vous maintenant. Monsieur Bidard, philosophe de votre état. J'ai l'impression qu'on est à l'école des fans. D'habitude, c'est vous qui interrogez. Voilà. Oui, c'est la philo joyeuse. Voilà, exactement, heureuse. Alors la question, c'était... Alors la question, la question c'était de la civilisation unique. Non, je ne souhaite pas et je ne crois pas en la possibilité d'une civilisation unique. Mais je ne crois pas non plus que, et à mon avis c'est ça qui change aujourd'hui en situation de mondialisation, je ne crois pas que, encore aujourd'hui et demain, une civilisation, quelle qu'elle soit, puisse être autosuffisante. Voilà. Et ça, je crois que c'est le très très grand changement auquel nous allons devoir nous habituer et qui implique un défi absolument considérable. C'est-à-dire que nous avons les uns et les autres à considérer que maintenant nous avons à faire de la civilisation ensemble, à mettre un certain nombre de choses fondamentales en commun, notamment, excusez-moi de le dire aussi général, de façon aussi générale, mais je dirais une signification pour la vie humaine, ou en tout cas une grande vision de l'homme. Et ce que j'essaie de faire dans mon propre travail, mais nous sommes beaucoup à travailler dans cette direction-là, j'essaie de me situer à une confluence entre des héritages de civilisation pour savoir ce qu'ils peuvent tricoter ensemble. Alors, pour vérifier si ce qu'il dit est vrai, vous pouvez lire d'Abdenour Bidard « Comment sortir de la religion » aux éditions La Découverte. Et puis, vous pouvez aussi l'écouter tous les dimanches entre 16h et 17h sur France Inter pour son émission qui marche très bien et qui est passionnante. « Cause commune, tu m'intéresses » donc sur France Inter, le dimanche uniquement. Fabienne Brugère. Alors, Fabienne Brugère, quelle est votre réponse? Je suis philosophe, mais je ne crois pas à la possibilité d'un gouvernement mondial dans la mesure où un gouvernement mondial, ça veut dire créer de l'unité. Or, on sait que l'unité est violente. Donc, une civilisation mondiale, ce serait tout aussi violent. C'est-à-dire que l'unité, c'est vraiment ce qui produit des contraintes, c'est vraiment ce qui produit des normes. Donc, à ce titre, je ne crois pas à l'idée d'une civilisation unique. Et je crois que la diversité, c'est précisément la chance du monde humain, d'une certaine manière, et qu'il faut bien, effectivement, des civilisations. Après, il faut des régulations mondiales. Et si l'ONU avait plus de pouvoir, eh bien, ça serait... quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, Fabienne Brugère, faut-il se révolter François Bayrou va encore me dire que c'est une question philosophique. Le temps d'une question, c'est aux éditions Bayard. Et puis, il y a un dictionnaire de la politique à l'usage des gouvernés, toujours chez Bayard. Alors, c'est à vous maintenant. Monsieur le professeur. Écoutez, non, je ne suis pas plus professeur que les autres participants à cette émission. Écoutez, une civilisation unique, le mot fait peur. En même temps, on peut penser que si toute l'humanité se réunissait autour d'un certain nombre de principes fondamentaux, principes dont nous avons parlé, justement, principes d'incertitude en quelque sorte, principes d'humanité, principes de mixité, on s'en porterait mieux. Et l'Occident, dans une certaine phase glorieuse de son histoire, la phase des Lumières, a pu le souhaiter. Je crois que nous allons plutôt vers quelque chose comme une uniformisation planétaire, c'est-à-dire un nivellement par le bas. Ce que Castoriadis, vous parliez de déclin, le mot ne nous plaît pas aux uns et aux autres. Castoriadis parlait d'une montée de l'insignifiance. Et on a l'impression que c'est ce que l'Occident... L'ère du vide, disait l'autre. ...projette. Oui, l'ère du vide, si vous voulez. Et là, je terminerai en lisant Lévi-Strauss.
pour s'opposer à cela, il disait « Il n'est nullement coupable de placer une manière de vivre, de penser au-dessus de toutes les autres et d'éprouver peu d'attirance envers tel ou tel dont le genre de vie respectable en lui-même s'éloigne par trop de celui auquel on est traditionnellement attaché, parce que précisément, ça préserve de la diversité dans le monde. » Alors, votre livre à vous, Alain Finkielkraut, c'est « Et si l'amour durait ?» Il est sorti il y a longtemps, mais il dure comme l'amour. Très beau livre, aux éditions Stock. Mais oui, mais c'est la montée de l'insignifiance. Non, ce livre n'est pas insignifiant, François Bayrou. Je vous interdis de le dire. Et si l'amour durait, c'est un très beau livre. C'est un très beau livre aux éditions Stock. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce magazine philosophique se referme.